Salut, ça vous parle Brinks et Loomis? Tu sais, ce sont les seuls camions blindés que tu croises genre normal dans ta vie de tous les jours. Ceux des convoyeurs de fonds. Leur travail à eux, à ces entreprises, à ces chauffeurs, c'est de transporter des quantités vraiment importantes de liquidités, de cash entre différents établissements. Et tu vois, pour moi, ce taf-là, c'est vraiment un énorme piège moral. Finalement, tous ces métiers liés à l'argent brut, c'est comme ceux qui impriment les billets ou frappent les pièces en fait. Et tu dois avoir plein d'autres exemples, mais tu sais, t'es là, tu gagnes entre le SMIC et 2000 € net par mois et tu côtoies des sommes de malades tous les jours. Plus que tu ne gagneras probablement pendant toute ta vie. Je pense que t'as beau être la personne la plus morale du monde, ça devient forcément à l'idée un jour ou l'autre de faire une dinguerie. Et bah si je vous disais qu'il y en a un, il y a pas si longtemps que ça, qui a arrêté de seulement y penser, qui s'est dit qu'à un moment, ça valait peut-être le coup de le tenter. Tony Musulin, ce convoyeur de fonds qui a disparu avec 11 millions d'euros. Le type s'appelle Tony Musulin et en 2009, alors qu'il bosse pour Loomis et qu'il est au volant de son blindé chargé de 11,6 millions d'euros de billets, la tentation, elle est trop forte et c'est là qu'il va se résoudre à commettre ce qui est encore régulièrement qualifié de casse du siècle. Or, ce jour-là, Musulin, il est pas seul, convoyeur t'es jamais seul, mais accompagné de deux acolytes, dont Monsieur Ferrero, qui l'a vu partir avec le camion. Si j'étais d'accord pour faire une interview sur le transport de fonds, et puis l'affaire Musulin. Quant à ce qui suit, l'histoire que je vais vous raconter, c'est le coup de poker d'une vie. Et comme on va parler gros cash dans cette vidéo, j'ai une info que je pense pas mal d'entre vous ignorent. C'est, est-ce que vous saviez que votre première source d'émission de CO2, c'est l'argent que vous avez de stocké sur vos comptes en banque? Et que justement, le partenaire de cette vidéo peut vous aider à changer ça. Je parle de Gringot. Je m'explique, beaucoup de banques utilisent votre argent stocké chez eux pour l'investir souvent dans des projets qui peuvent être très nocifs pour l'environnement. Et ça crée deux problèmes. Évidemment, ça défonce le climat avec votre thune. Et de deux, déjà ça vous rapporte pas spécialement plus, mais c'est même un risque pour votre argent de devenir ce qu'on appelle des actifs échoués. En gros, des actifs qui rapportent de moins en moins puisque voués à disparaître et qui pourraient même conduire, selon certains experts économiques, à une crise dans le futur. Et c'est donc pour répondre à tout ça que Gringot a été créé. Gringot, c'est donc une banque en ligne française qui a déjà des dizaines de milliers de clients, qui propose des comptes pour les particuliers mais aussi pour les micro-entreprises à 6 € par mois. Et évidemment, avec tous les avantages ultra pratiques que vous connaissez des banques en ligne, Apple et Google Pay, pas de frais à l'étranger, vos dépenses en temps réel, etc. Mais avec la spécificité de donner ces bénéfices à des projets de la transition écologique. Mais aussi, et c'est une chose assez rare pour une néobanque, ils ont une offre d'assurance vie à partir de 300 € de placé, avec seulement 1,6% de frais de gestion, 0% de frais d'entrée ou de sortie, et qui a réussi, c'est assez impressionnant, à proposer des rendements jusqu'à 9% l'an dernier. En fait, pour être honnête, j'avais déjà entendu parler d'eux avant ce partenariat, et leur offre, j'avoue que moi, elle me parle, parce que c'est essayer d'avoir un impact positif sur le monde autour de soi, sans pour autant compromettre mes investissements, ni la qualité du service du tout. Du coup, moi aussi, j'ai ma carte, et si vous la voulez, j'ai un code pour les 1000 plus rapides. C'est From Simon qui vous offrira 2 mois gratuits en description. Ah oui, petit détail, c'est dispo pour les Français et les Belges. Voilà. Et évidemment, encore merci à eux de soutenir mon travail sur cette vidéo. On est le 5 novembre 2009. À Lyon, il est 10 h du matin, il fait froid, gris, il pleut. Tony Musulin effectue sa tournée avec 2 confrères. Parmi eux, Philippe Ferrero. On est toujours 3 là-bas dans l'année. Le chauffeur, il reste au volant toute la journée. Le messager, c'est celui qui dirige un peu le blindé, quoi. La feuille de tournée, qui commande un peu tout le monde, quoi. Puis moi, le garde, c'est celui qui est derrière et qui va assurer la protection du messager quand on sort. Ce jour-là, j'étais garde. Ouais. S'ils sont plusieurs, c'est pour mieux se défendre en cas de braquage et puis pour que l'argent il soit théoriquement toujours surveillé. Ils ont tout récemment commencé leur tournée et a priori, si c'est une journée normale qui commence, Monsieur Ferrero note quand même que Tony est un peu étrange. Écoutez, ce jour-là, il était pas tellement en forme. Pendant toute la semaine, il avait été bizarre. Après, c'était une journée comme les autres, sauf que il avait l'air soucieux, tout ça, voilà. Alors, ils ont déjà fait un premier arrêt dans une succursale de la Banque de France où ils ont ramassé pour 11,6 millions d'euros. Et si, normalement, pour éviter de ne transporter trop d'argent en même temps, les convoyeurs ne multiplient pas les ramassages par sortie, cette fois-ci, Musulin prétexte ne pas vouloir perdre de temps et la petite équipe se dirige vers un nouveau ramassage à seulement quelques kilomètres de là. Ils s'arrêtent donc de nouveau rue Paul du Vivier. Tony, lui, reste au volant, alors que ses 2 collègues descendent pour aller ramasser de nouveaux kilos de cash. Non, le deuxième arrêt, c'était pour prendre quelques sacs. Enfin, je sais pas après combien on a pris, je me rappelle plus. Normalement, on aurait dû rentrer au centre-fort, mais bon, après ce jour-là, c'était Tony qui conduisait, donc voilà. Ça faisait, je sais pas, peut-être 4-5 ans qu'il était sur le même parcours Banque de France. C'était que lui en chauffeur, pratiquement. Il connaissait tout par cœur. Ouais. Le chef de bord était nouveau. Ça a duré quelques minutes. Ses collègues sont dans l'établissement, en train de faire leur travail, mais avant qu'il n'ait le temps de revenir au blindé, d'une main, Tony saisit le frein à main
le relâche, un pied appuie sur l'accélérateur, le moteur Mercedes ronronne et Musulin démarre seul aux commandes du véhicule, laissant en plan derrière lui ses camarades et avec 11,6 millions d'euros en cash à l'arrière. Sauf que Musulin ne va pas aller bien loin. Il sait son fourgon trop repérable et puis ce n'est qu'une question de secondes avant que ses collègues, dorénavant obstacles à son plan, ne comprennent ce qu'il se passe. Il ne roule alors que quelques centaines de mètres dans les artères du 8e arrondissement de Lyon et se gare rue de Montagny. On est proche d'une voie ferrée dans un quartier résidentiel populaire vraiment qui n'est qu'à 5 minutes à pied de là d'où il vient de larguer ses collègues. Et rue de Montagny, il avait pensé à garer une Renault Kangoo qu'il avait louée quelques jours plus tôt. Il en ouvre les portes arrière et s'empresse alors en pleine rue de vider ses 51 sacs de billets d'un véhicule à l'autre. Et la tâche est tout sauf facile. Heureusement que Tony c'est un bon gabarit parce que ça a beau être des grosses coupures, ça pèse son poids. À peu près 457 kilos de billets. Une demi-tonne. Ah ouais, 11 millions, ça se mérite. Une fois les billets à l'abri dans le Kangoo, Tony embarque, le démarre et quitte les lieux le plus vite possible, abandonnant derrière lui le fourgon blindé, vide, les portes grandes ouvertes, le moteur qui tourne encore et les clés sur le contact. Il a même pas pris la peine d'éteindre les essuie-glaces. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, Ferrero et son collègue sortent enfin du bâtiment d'où ils récupéraient des billets supplémentaires. Et tu vois ce sentiment où tu paniques parce que t'arrives plus à retrouver ta caisse que t'as garée sur le parking du Leclerc? Bon bah, imagine ce qu'ils ressentent eux maintenant. À ce qui se passe, on ressort, il n'y a plus de camions, quoi. Donc c'est la preuve. Enfin, je veux dire, c'est jamais arrivé. Vous arrivez, il n'y a plus de camions. Donc après, on a essayé de l'appeler à la radio, quoi. Il répondait pas. Bon, en sachant qu'il était malade, on dit il a peut-être été au WC, il est rentré au centre-fort qui était pas loin. Hein. On n'était pas loin du centre-fort. Hein. Et puis ça a duré pareil, quelques minutes. Et puis on a appelé la direction. Mais ils y ont pas cru, quoi. Ils ont cherché à le joindre chez lui, par téléphone. Il y a eu une perte de temps. Je crois que nous, on a averti tout de suite. On nous a reproché plein de choses, alors qu'on a fait notre boulot tout de suite. On voulait faire quoi de plus? Les deux convoyeurs de fond, et visiblement leur hiérarchie aussi, ne comprennent pas de suite ce qu'il se passe. Mais ils se rendent quand même vite à l'évidence. Hein. Les 11,6 millions d'euros dont ils étaient censés assurer la protection ont disparu. De son côté, Tony Musulin, lui, il continue de charbonner et passe à la seconde phase de son plan. Il se dirige alors vers un box qu'il a loué au 175 route de Vienne pour y entreposer l'argent. Et encore une fois, faut que vous compreniez, on ne parle que de centaines de mètres, un virage tout au plus. Tout est juste à côté en fait, un côte à côte, c'est un périmètre ultra serré là où ça se passe. Mais il était à 600 mètres de la boîte, quoi. Et dans son plan, Tony, il va être aidé par la chance, ou du moins, le bénéfice du doute. En fait, à ce moment-là, la police, qui est donc maintenant branchée sur l'affaire, n'a pas de suite la certitude que c'est le convoyeur qui est derrière le vol. Parce que, bah voilà, des chauffeurs qui se font la malle avec les millions qu'ils sont censés protéger, c'est pas banal, hein. Au tout début, à ce moment-là, il y a d'autres pistes qui sont beaucoup plus crédibles, comme une séquestration par exemple. Ça se passe tellement vite que... Non, on soupçonne pas. Au bout d'un moment, oui, mais au départ, non, on soupçonne pas. Après, on s'est fait des soucis pour savoir s'il n'avait pas été braqué ou il n'y avait pas eu du chantage vers sa famille. Ça s'est vu, déjà sur des braquages. C'est vrai que quand vous faites ce boulot, faut pas y penser. Enfin, faut pas y penser. Il faut être sérieux dans son travail, mais si vous y pensez, vous le faites pas. Alors quand vous êtes dans le blindé, vous êtes censé être protégé. Mais dès que vous sortez, c'est vrai qu'il faut faire attention. Je vous dis, c'est la jungle aujourd'hui. Parce que, ouais, ça arrive, et il faut comprendre qu'en temps normal, braquer ces engins, c'est pas une mince affaire. Seuls des braqueurs de haut vol s'attaquent à ces bébés, et c'est souvent violent. Ça peut finir dans le sang, c'est déjà arrivé malheureusement. Même si les agents sont formés, qu'ils sont équipés de fusils à pompe dans les portières, que tout est blindé, que le protocole est strict et chronométré, ça arrive que certains tentent le coup. Donc les enquêteurs, si tu veux, c'est normal qu'ils penchent plutôt à ça au début. D'autant que la profession se plaint souvent d'avoir un salaire et des systèmes de sécurité qui ne sont pas au niveau des dangers auxquels elles font face. Et justement, Tony Musulin, il a longtemps fait partie de ces mécontents avant d'imaginer un détournement pour passer de smicard à millionnaire. En tout cas, jusqu'ici, le plan se déroulait à merveille. Mais ça n'allait pas durer. Vous savez, quand j'ai commencé il y a quelques années à la première entreprise, quand je suis arrivé à Lyon, ça allait. Mais après, on en demandait de plus en plus aux gens. Sans vraiment avoir des hausses de salaire, voilà. Mais au bout d'un moment, il y a des boulots où la productivité, faut faire attention parce que c'est pas n'importe quel boulot. Hein. Vous savez, un camion, c'est comme un char d'assaut, c'est toute la ferraille. Hein. Donc ça résonne toute la journée. Vous portez des tonnes par semaine de monnaie ou de billets. Au bout d'un moment, le corps, il fatigue aussi. Hein. Vous avez un pare-balles qui est lourd, vous avez l'armement, vous avez... Voilà. Mais je trouvais que, oui, il nous en demandait de plus en plus. Alors il m'en avait parlé, oui, on en parlait, bien sûr, on en parlait. Sa grogne avait monté au fil du temps que j'étais avec lui. Et puis, voilà, il en avait peut-être parlé aussi à la hiérarchie, je sais pas. Hein. C'est vrai que dans toutes les boîtes, il y a des erreurs. Hein. Après, il faut les signaler, mais pour lui, c'était quelque chose de... Il était toujours présent, il était toujours au taf. Qu'il pleut, qu'il neige, il venait en vélo, hein. Qu'il pleut, qu'il neige. Il trouvait pas normal qu'on le vole comme ça.
Je sais pas si ça a été un élément déclencheur, mais il m'en parlait souvent. Il m'en a parlé. Et alors, ce que je vais vous raconter, c'est ce que Tony lui-même a confié à Alice Géraud-Arfi. C'est une journaliste avec qui il a beaucoup échangé des années plus tard. Elle écrira, elle d'ailleurs, un bouquin sur cette histoire, Tony 11-6, histoire d'un convoyeur, qui a servi à écrire cette vidéo et qui a même donné lieu à une adaptation au cinéma avec François Cluzet. Bref, après avoir caché son argent dans le box du garage, Tony raconte qu'il va à ce moment-là faire une pause et s'acheter à manger, parce que voler plus de 10 millions d'euros, ça ouvre l'appétit visiblement. Le problème, c'est qu'à cet instant précis, ça devrait pas être ça sa priorité, parce qu'il a pas totalement fini d'exécuter la dernière partie de son plan. En fait, Tony, ça faisait un moment qu'il pensait à son coup. Et dans le box de garage où il a stocké le cash, il avait au préalable construit un double fond pour pouvoir y cacher l'argent. Il avait laissé qu'une toute petite trappe pour pouvoir y glisser les liasses. Sauf que il y en a un sacré paquet, et ça, faire passer 450 000 billets par ce petit trou, ça allait prendre du temps. Et alors qu'il est en train de se remplir l'estomac, il voit plusieurs bagnoles de police, plus qu'à l'habitude, en train de patrouiller. Et il se rend compte à ce moment-là que même si ça fait très peu de temps, les flics ils sont déjà en train de quadriller la zone. Et là, en vrai, il panique. Il comprend que ça va être beaucoup trop serré, qu'il va falloir qu'il se bouge et qu'il quitte le coin. Tony va alors décider de tout laisser en plan dans son box, d'aller se cacher quelques temps pour revenir chercher l'argent plus tard, quand selon lui, l'affaire se sera un petit peu tassée. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire en vrai. Genre, il a cru c'était GTA, tu te planques 3 jours et les étoiles disparaissent. Mais en vrai, le move, il est un peu naïf. En attendant, Monsieur Ferrero et son collègue, eux, ils sont embarqués par la police. Forcément, ils sont suspects. Et en parallèle, les forces de l'ordre commencent à examiner le profil de Tony. Et il va pas leur falloir longtemps avant de remarquer des anomalies. Déjà, Tony avait un casier. Il datait de 96. Pour des histoires de stupéfiants, ça avait le mérite d'exister. Non mais surtout, il constate que quelques jours avant l'incident, Musulin avait liquidé tous ses comptes bancaires. Et puis, il y a la Ferrari aussi. Attendez, faut que je vous en parle. En gros, les enquêteurs, en épluchant tous les documents, ils se rendent compte que depuis un moment, Musulin roulait en Ferrari F430. Le modèle, c'est bien cliché, bien rouge, bien tape à l'œil. Attendez, mais il est pas censé être proche du SMIC à la base? À l'époque, cette caisse, elle vaut 120 000 euros. Et vous allez voir, elle va avoir son importance. Personne ne sait vraiment comment il s'est payé cette bagnole. Parce que pour rappel... Parce que ça a été impressionnant, il venait tous les jours en vélo, quoi. Donc, voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige, mais c'était Musulin, quoi. Mais écoutez bien, 6 mois avant l'affaire du fourgon, Tony Musulin, il avait déposé un procès-verbal en France pour vol à main armée de cette Ferrari. En gros, il est allé voir les flics pour dire qui se les fait tirer, histoire d'avoir un papier officiel pour faire marcher l'assurance a priori. Sauf qu'après quelques recherches, la police découvre que malgré sa déposition, Musulin est aperçu à peu près au même moment en train de passer la frontière entre la Croatie et la Serbie où il a de la famille, avec sa féfé, voilà, avant de revenir après en France en bus. Une situation étrangement très similaire à une autre qu'il avait vécue quelques années auparavant, mais cette fois-ci impliquant une Audi R8. Bon, et ça, pour la police, ça pue l'escroquerie à l'assurance. Pour eux, il s'est jamais fait tirer la Ferrari, encore moins en Serbie, mais il est juste en train de mytho pour toucher des thunes, et du coup ça le rend encore plus suspect. En tout cas, cette première très brève enquête sur lui, elle permet déjà un truc, de confirmer que Musulin n'est clairement pas blanc comme neige, et que son passé il est pas net. Mais ça s'arrête pas là. La police elle apprendra aussi que malgré une grosse ancienneté dans la boîte, Musulin n'était vraiment proche de personne. À l'exception peut-être de Ferrero justement. Oui, mais il était distant. Mais bon, il aimait les gens, comment on peut dire ça, les gens sérieux, les gens pas fiers, il avait pas beaucoup d'amis, ouais. Puis moi, je m'entendais bien avec lui, voilà, c'est comme ça, le courant passait, quoi. C'était pas un gars qui dévoilait sa vie. Il y a un détail assez marrant, c'est que la police, elle va apprendre qu'il avait même la réputation d'être avare, au point que certains l'avaient carrément surnommé la pince chez Loomis. Non, mais bon, après, oui, il avait jamais un rang sur lui, quoi. C'est vrai que ça nous arrivait où il prenait le gobelet de certains quand c'était servi, mais ça, après, c'est des anecdotes, ça devient des anecdotes, quoi. Bon, ok, c'est cocasse, mais tout ça pris individuellement, ça fait pas grand-chose. Sauf que, mis bout à bout, effectivement, ça commence à faire un petit peu suspect. Musulin est toujours introuvable, il ne s'est écoulé que quelques heures, que ça y est, l'affaire devient ultra médiatique. Comment un convoyeur de fonds a-t-il pu se volatiliser avec 11 millions d'euros? C'est une première en France. Tony Musulin. Oui, elle pouvait pas être pas médiatisée, c'était le casse du siècle, sans armes, sans violence et compagnie. Et c'était jamais arrivé, quoi. Tony est affiché en une de tous les journaux, fait le sujet de toutes les chaînes d'actualité. Et rapidement, la personne qui lui avait loué le box le reconnaît. Il prévient alors la police qui arrive devant la porte en fer. La force est jackpot. 2 jours après son casse, les enquêteurs découvrent 9,1 millions d'euros dans le box, posé là, à même le sol. Je veux pas dire que c'est aberrant, mais c'était pas si carré que ça dans sa tête, et puis je sais pas où il est. Après, moi, j'ai pas à juger, mais non, si on prend 11 millions, on prend les 11 millions, quoi. Enfin, je veux dire, dès l'instant où on enlève une telle somme, je veux dire, c'est pas pour laisser dans un garage 9 millions d'euros, mais enfin, je sais pas, j'ai pas compris, mais bon. J'ai pas compris son truc.
Et alors, il y a une anecdote qui est lunaire. C'est qu'en fait, à ce moment-là, les policiers, ils ont même pas remarqué le double fond. Ils n'apprendront son existence que 2 ans plus tard, s'il te plaît, justement grâce au bouquin d'Alice Géraud-Arfi. Le jour où ils trouvent les 9 millions, ils passent complètement à côté du faux mur. Je trouve ça hallucinant. Parce que ça veut dire que si Musulin avait fait les choses jusqu'au bout, si ça se trouve, la police, elle aurait jamais capté les liasses juste devant eux, derrière un placo, quoi. Bref, coup de bol pour les flics, ça s'est pas passé comme ça, c'est super. Mais il reste encore 2 questions. Où sont les 2,5 millions manquants ? Et il est où, Tony Musulin ? Parce que pendant ce temps, le fugitif, lui, gagne en notoriété et il devient même, s'il te plaît, une star sur Internet. On est 4 jours après son casse et il y a un groupe Facebook intitulé « Tony Musulin, il a fui, il a tout compris » qui rassemble alors plus de 7000 personnes. Alors ouais, l'allusion à Rodolphe de Free, elle est marrante et tout, et on peut se dire que ces gens, ils sont juste en train de se taper un délire, mais non, au-delà de la vanne, il y a vraiment des gens qui lui rendent hommage. Sur ces groupes, t'as des gens qui saluent son action, et il devient même une espèce de petit héros pour eux. Il y en a qui en ont profité pour faire des t-shirts à l'effigie du convoyeur, tu vois. En fait, faut aussi bien se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre. On est en 2009, la crise financière, les subprimes, tout ça de 2008, elle touche encore la France. Le chômage et en même temps que le seum contre les banques, il est au plus haut. Et il y a un gars qui en vole une sans verser une goutte de sang et sans voler aux citoyens lambda. Forcément, ça allait lui donner un petit côté Robin des Bois. Et ça force l'admiration d'une partie des Français qui ont en grande partie le seum contre la finance. Mais bon, il y en a 2 qui, eux, clairement, sont à l'opposé de cette opinion. Ah ben oui, bien sûr, ça a explosé. Ça, on peut pas l'impacter, c'est faible. Ça a explosé nos vies. Hein. C'est sûr que ça... Puis je vous dis, 15 ans après, c'est comme on en parle aujourd'hui, c'est comme... Maintenant, on en parle, c'est comme c'était hier. Pardon. Et en plus, la boîte était contre nous, hein, parce que le lendemain, on était mis à pied. Hein. On était jetés comme des lentilles. Hein. Donc voilà, mon collègue était licencié parce qu'il avait fait une faute. Voilà, ils lui ont trouvé une faute à mettre sur le dos, et puis voilà. Et il a divorcé aussi, lui. C'est vrai qu'après, on était devenus les pestiférés de la boîte, alors qu'on ne savait rien, quoi. J'ai failli être licencié, mais ça s'est bien passé parce que j'ai prouvé que j'avais fait mon travail. Ben oui, mais j'en veux toujours. Les gens, ils voient ce qui s'est passé, mais ils voient pas ce qu'il y a derrière. Les dommages collatéraux, tout ce qui va, toutes les conséquences qu'il y a derrière, la chute qu'il y a derrière. C'est dur de pas perdre la boule, quoi. Mais toute cette histoire va rapidement prendre fin le 16 novembre. Ça fait 11 jours que Musulin est en cavale et introuvable. Et soudain, un peu avant 16 heures, au siège de la sûreté monégasque, Tony, grand prince, se livre à la police de la principauté, à plus de 500 km de là où il avait disparu plus d'une semaine plus tôt. Le mec, il a toute la police de France à ses trousses et il débarque à Monaco en mode « Bonjour, moi en fait je suis Tony Musulin, voilà, arrêtez-moi s'il vous plaît ». Et pourquoi Monaco d'ailleurs ? Selon lui, pendant son procès, c'est simplement parce que c'était sur sa route. Et d'ailleurs, Monaco, comme c'est ultra bardé de caméras, ce qui est marrant, c'est qu'après coup, la police a pu suivre son parcours. Et alors, juste avant de se laisser prendre, il a pas mal vagabondé dans les rues, l'air un peu perdu, genre. Il a notamment passé plus d'1 heure dans une église. Et puis, il a carrément fini par demander à un policier dans la rue où était le commissariat avant de s'y rendre. Et le jour même, les monégasques le remettront à la police française. De là, les policiers, ils vont l'interroger, sans relâche, parce que pendant 11 jours, il a pu s'en passer des choses. Et... navré, mais même aujourd'hui, en 2024, cette partie de l'histoire de Musulin demeure très trouble. Alors lui, il jure s'être caché à Rome, puis à Naples, dans l'idée de revenir plus tard récupérer ses 11,6 millions dans le box du garage. Sauf que il a un peu appris comme tout le monde aux infos que sa planque s'était faite griller, il s'est apparemment senti coincé et a décidé de se rendre. Je pense qu'on peut même pas imaginer le seum qu'il a dû ressentir à ce moment-là, quoi. Tout ton plan tombe à l'eau à partir du moment où la cachette a été retrouvée. De son côté, la police, elle fait aussi sa petite enquête et parvient à vérifier que, oui, Tony Musulin s'est bien rendu à Naples. Alors par contre, pour Rome, rien ne prouve vraiment qu'il y ait été. Lui, il assure avoir loué une chambre d'un hôtel, mais bon, voilà, il se souvient plus duquel. Par contre, il dit au policier qu'il se souvient avoir mangé des glaces et acheté une valise. Voilà, les flics, ils cherchent 2,5 millions, et t'as l'autre qui leur parle des goûts de glace à l'italienne qu'il préfère. Autre chose, apparemment, Musulin, il aurait fait tout ce trajet à moto. Or, quand la police fait le même trajet que lui par la route, il reste un écart de 672 km avec ce qu'affiche le compteur du 2 roues. Il y a un problème là. Et quand les flics ils veulent vérifier le GPS, ils se rendent compte que toutes les données ont été effacées. C'est quand même pratique. Alors, peut-être la carte SIM de son téléphone, je sais pas. Ah bah non. Elle a disparu dans la nature, c'est vrai. Musulin sera mis en examen et placé en détention provisoire pour vol et tentative d'escroquerie. Il passe devant le tribunal en mai 2010 à Lyon, et là, son intention, elle semble assez claire. Être le plus vague possible concernant l'argent restant, et les zones d'ombre qui comptent pour lui quant aux 11 jours passés dans la nature. Alors il reste flou pour les 672 km, il se serait vraiment beaucoup perdu, dit-il. Tout le monde se rend bien compte qu'il prend l'audience pour des cons, mais bon, dans sa lancée, il nie évidemment avoir conservé les 2,5 millions manquants,
et jure ne pas savoir où ils sont. Et bien entendu, la police le croit pas des masses. Hein. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, Tony, il risque pas grand-chose pour son vol de 11,6 millions d'euros. Pour ça, il n'est passible que de 3 ans de prison. Et franchement, quoi qu'on pense de son acte, faut admettre que c'est vraiment pas beaucoup pour un mec qui vole une demi-tonne de grosses coupures. Et c'est pour ça que la justice a ajouté le motif de tentative d'escroquerie au chef d'accusation. Tout le monde connaît l'affaire et les autorités, elles veulent pas qu'il s'en tire à trop bon compte non plus, quoi. Hein. Et c'est donc pour ça et maintenant qu'ils remettent sur le tapis l'affaire du faux vol de la Ferrari. C'est une façon pour la justice d'augmenter potentiellement sa peine à 5 ans. Le procès touche à sa fin. Tony Musulin, il est assez confiant, il la joue humble, il explique qu'il est normal, qu'il n'est pas un Robin des Bois. Il jure qu'en fait, il avait juste un problème avec son patron. Et en vrai, sa défense, elle est plutôt bonne. Hein. Il a tout intérêt à faire croire que ce sont de mauvaises conditions de travail qui l'ont poussé à faire ça, plutôt que l'appât du gain. Il explique à plusieurs reprises ne pas savoir où est l'argent manquant, mais clairement, tout le monde le suspecte d'avoir caché les 2,5 millions pour les récupérer plus tard. Alors, il prend 3 ans, le 12 mai 2010, mais ça ne lui convient pas vraiment. Du coup, il fait appel, mais manque de chance, il y perd au change. Et en appel, au mois de novembre de la même année, il prend finalement 5 ans, soit la peine maximale qu'il encourait. Et sa peine, d'ailleurs, elle sera pas très fun, parce qu'il va la passer à l'isolement de la prison Lyon-Corbas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo sur les prisons où je rentre dans plusieurs d'entre elles pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a une raison bien précise à son isolement. C'est pas qu'il est dangereux ou quoi, non. C'est que lui et la justice ont peur que d'autres détenus lui prennent la tête, voire plus, pour savoir où est le magot. Et cette peur, elle est légitime en vrai, elle vient pas de nulle part. Dites-vous, à son procès, il y avait des figures du grand banditisme lyonnais qui étaient présents au jugement dans l'espoir de choper des indices. Et Ferrero, lui aussi, il a eu quelques surprises d'ailleurs. Oui, parce que moi, quand j'ai quitté mon appartement où j'étais à Moulins, j'étais menacé par le grand banditisme. J'avais des dessins bizarres sur ma voiture, j'ai eu des mots aussi. Alors Musulin finit par sortir pour de bon le 2 octobre 2013 à l'âge de 42 ans. Selon Ferrero, lui et Tony n'ont jamais plus été en contact depuis le jour du casse. Non, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on me dit il t'a donné ta part. C'est parce qu'on m'en parle depuis 15 ans, c'est régulier, quoi. Est-ce qu'il t'a donné ta part et ton pote, il va bien, toi? Et alors, admettons que Tony récupère effectivement 2,5 millions à la sortie. Sur 5 ans de prison, ça ferait quand même 41 666 € par mois. Bon voilà, on ne le saura jamais et terminé. Musulin a disparu et on n'a plus jamais entendu parler de lui ni de son fric. Raté. Il y a un dernier rebondissement assez marrant à cette histoire. 6 ans après sa libération, on est en 2019 et Musulin est arrêté à Londres avec beaucoup d'argent sur lui, en cash, évidemment. Bon, il sait toujours pas où sont passés les 2,5 millions, mais visiblement, il a pas de problème financier. En fait, ce qui s'est passé, c'est une source policière qui l'a raconté au journal Le Progrès. Musulin, il aurait échangé 4000 livres dans un bureau de change et il leur aurait annoncé revenir le lendemain pour échanger cette fois-ci 75 000 livres, soit à l'époque environ 84 000 €. L'employé du bureau de change normal, il a trouvé ça chelou et il a appelé la police. Et alors, vraiment, c'est une dinguerie. Tenez-vous bien, parce que Musulin, pour se justifier, il a expliqué que l'argent venait de la vente d'une Ferrari. Ouais, ça n'a aucune limite. Et faute de preuves, ils l'ont relâché et depuis, c'est vraiment silence radio total. Pour vous, le cash de Londres, c'est le cash, c'est les 2 millions? Écoutez, je peux pas vous dire, moi, vous savez, au jour d'aujourd'hui, mais je sais pas comment il réagissait, comment il réfléchissait. Voilà. Si vous deviez revoir Tony Musulin demain, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Si je devais le revoir, je lui demanderais quelques explications. Voilà. Quoi, par exemple? Mais écoutez, aujourd'hui, si je devais le revoir et lui demander des explications, ça sera entre lui et moi. Voilà. La société Lomis pense que les 2,5 millions ont été également pris par Tony Musulin. Maintenant, on n'a aucune indication sur ce qu'il a pu en faire.